Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission La Vérade, l'émission du Consistoire israélien de Marseille, l'émission de votre consistoire. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous inviter chez vous tous les mercredis à partir de 17h. Merci évidemment de l'écoute que vous nous faites. Et je vous rappelle aussi que cette émission, comme toutes les émissions de la Radio Juive de Marseille, peuvent être écoutées et vues sur les podcasts. Donc Radio JM sur votre internet évidemment, et vous allez sur le vidéo podcast et vous retrouvez toutes les émissions et entre autres l'émission La Vérade. Avant de commencer notre émission, je vais demander évidemment à Jo de nous envoyer quelques notes musicales. Yal Golan, Am Israël Chai, cette chanson qui nous fait chaud au cœur. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. Merci Jo. Alors aujourd'hui, je reçois un grand monsieur que vous connaissez tous depuis des années. Il est le président de l'OSM, donc l'organisation sioniste mondiale. Il est le représentant en tout cas à Marseille et dans la région. Ça c'est important de le dire. En général, ça leur fait bien plaisir. Et il est là aujourd'hui pour nous parler de beaucoup de choses. On va parler avec lui évidemment de tout le programme de l'OSM. On va parler de cette grande soirée qui aura lieu jeudi prochain, le 27 mars. Mais Moshe, avec ta permission, si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle un petit moment quand même de la situation aujourd'hui en Israël. On est tous un petit peu perdus par la situation. Est-ce que la trêve est finie, pas finie? Est-ce que tu peux nous dire, avec toute ton autorisation évidemment, et toutes les limites auxquelles tu peux peut-être ne pas dépasser, un peu mieux nous informer de la situation actuelle en Israël où nous sommes tous très préoccupés? Bonjour Marc, bonjour les auditeurs. Effectivement, nous vivons un peu à Marseille aussi au rythme des événements en Israël. Écoutez, en Israël, c'est un peu le confus dans la clarté ou la clarté dans la confusion. Effectivement, on a Tsahal, pour les raisons évidentes, a repris les combats à Gaza. Mais j'ai envie de dire que ce qui se passe à Gaza, c'est pas quelque chose de très existentiel entre guillemets. Il y a des choses plus importantes qui se passent au nord ou à l'est ou au nord-est, et c'est ce qui se passe, ou bien plutôt c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir avec nos voisins du Liban, de la Syrie et bien sûr plus loin l'Iran. Pour l'instant, on a quelques soucis avec les Yéménites. Les Américains, l'avantage, c'est que les Américains et les Anglais participent parce que les Yéménites ont bloqué le détroit de Bab el-Mandeb pour éviter de passer les bateaux israéliens et les bateaux occidentaux, bien entendu. Donc ça bloque le commerce international. C'est pour ça que les Américains ont commencé à bombarder. Et d'ailleurs, avec ça, ils ont le soutien d'une partie du Yémen, puisque les Houthis yémanites sont une minorité terroriste qui essaie de faire répandre la terreur au Yémen aussi. Bien entendu, les grands inquiétés de ce problème c'est l'Arabie Saoudite, qui elle collabore complètement avec les Américains, parce que l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, est la maison mère du sunnisme islamique, qui a en face d'elle la maison mère du chiisme chez l'Iran, et les Yéménites, les Houthis sont aussi chiites. Bon, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que c'est un conflit qui dure déjà depuis, j'ai envie de dire que depuis 1400 ans, entre les sunnites et les chiites. Et aujourd'hui, nous avons deux grands courants de l'islam, les sunnites et les chiites, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, et que chacun il a ses représentants, puisque les Iraniens ont comme représentants en bas
bien entendu les Houthis yéménites, qui ont pour rôle empêcher, j'ai envie de dire, la montre du monde à tourner comme il se doit, bien sûr, sur les ordres des Iraniens qui, eux, ont un seul inquiétude ou un seul but. Ils veulent arriver tranquillement à la bombe atomique et ils sont en train de développer d'autres fronts pour qu'on les oublie un petit peu. C'était le rôle du Hezbollah, mais malheureusement, pour eux, le Hezbollah a été trop attiré, trop impliqué sur le conflit avec Israël, et on a payé le prix cher, alors que l'Iran leur avait demandé ne vous mêlez pas, on a besoin de vous dans les affaires plus importantes. Bon, ça ne s'est pas fait. Donc, si vous voulez, tous les proxys de l'Iran sont en train de tomber un par un, puisque les milices chiites en Irak ont dit qu'ils se mêlaient plus. Ils ont aussi d'autres conflits avec l'Irak. En Syrie, comme on voit, il y a des problèmes entre le nouveau gouvernement syrien et les Hezbollah à la frontière entre le Liban et la Syrie. Je rappelle, là-bas aussi, c'est le même conflit. Le nouveau gouvernement en Syrie est bien entendu sunnite contre le Hezbollah qui est chiite. C'est la même guerre qu'on voit à chaque fois. Et donc, une fois, d'après l'analyse israélienne, bien entendu, une fois que en Syrie, ça sera calmé et que le gouvernement syrien s'installera bien dans ce pays, on pense en Israël qu'ils vont se retourner contre nous, parce que c'est, à mon avis, dans leur ADN de combattre tout corps étranger qui n'est pas musulman dans la région. Et c'est pour ça que, à mon avis, pas qu'à mon avis, à l'avis des experts en Israël, c'est que nous avons encore devant nous quelques mois difficiles. Alors quand on t'écoute et quand on t'entend, Moshe, j'ai l'impression qu'ils sont tous en guerre entre eux, tous ces pays arabes environnant l'État d'Israël, mais malgré tout, ils ont quand même un seul but, c'est peut-être la destruction et donc de l'État d'Israël. Je veux dire, là-dessus, ils sont tous d'accord. Écoutez, effectivement, c'est très intéressant, étant donné que les chiites et les sunnites se battent et s'entretuent depuis plus de 1400 ans. Dernièrement, enfin, au siècle dernier, la guerre Iran-Irak, chiite-sunnite, qui a duré 8 ans, a fait 1 million de morts. Et malgré ça, malgré qu'aujourd'hui, à Gaza, le Hamas et la djihad islamique sont sunnites, donc en théorie sont contre le chiite. Je rappelle juste en parenthèse que pendant le printemps arabe en Syrie, il y a une dizaine d'années, c'était le Hamas, le représentant du Hamas se battait contre les représentants du gouvernement syrien, les Alaouites, qui sont une minorité soutenue par les chiites. Mais quand il s'agit d'enlever tout corps étranger du Moyen-Orient, quand je dis corps étranger, c'est bien entendu tout ce qui n'est pas musulman, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, là ils oublient tout leur conflit et ils se réunissent contre nous. Donc on va quand même souhaiter cette fin de guerre avec peut-être un rapprochement de l'Arabie Saoudite, puisqu'a priori il y avait un traité de paix, enfin qui devait y rentrer dans l'accord d'Abraham et qui a été interrompu malheureusement par les horreurs du 7 octobre. Oui, mais je veux dire que ça n'a pas été interrompu. Une des raisons pour lesquelles l'Iran a soutenu le Hamas et le Hamas a voulu faire ça, c'est justement pour éviter que les pourparlers de paix continuent. Moshe, j'ai une question un peu délicate à te poser. Je ne la poserai pas à n'importe qui, je la pose à toi justement, parce que je suis content que tu sois là. Entre Trump et Israël, c'est un mariage d'amour ou de raison ? J'aurais dit que c'est un mariage d'intérêt, puisque les Américains, à part le fait qu'ils sont, les protestants sont très pro-Israël, très pro-sémites, je pense que les Américains voient en nous, et ils ont raison, la seule démocratie, le seul pays, entre guillemets, occidental au Moyen-Orient, et avec qui ils ont beaucoup d'intérêt, et nous aussi on a beaucoup d'intérêt. Ne croyez pas que ce soit que dans un sens. Israël aide énormément les États-Unis dans divers domaines, dans le domaine du renseignement, de la technologie, du cyber-attaque, enfin de plein de domaines où les Américains ont besoin de nous. Donc je pense que tout le monde gagne, et comme si tout le monde gagne, on va continuer comme ça. Je pense effectivement que Trump veut absolument régler ce problème, veut faire la paix, mais des fois, pour faire la paix, il faut passer par la guerre. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les semaines qui vont suivre vont être très cruciales. Non, je pose cette question parce qu'il y a par moment, j'ai l'impression que Trump prend la place du Premier ministre israélien
en ayant des négociations directes avec le Hamas. Enfin, ces petites choses m'ont un peu dérangé et donc je voulais en parler avec un homme de connaissance. D'après ce qu'on a compris, c'est que la personne qui a parlé directement à Hamas a été licencié, il n'a plus aucune fonction. Je pense qu'ils ont essayé de faire ça pour dire peut-être qu'avec nous ça marchera mieux, mais il s'avérait que ça n'a pas marché bien puisque le Hamas était prêt à libérer qu'un seul otage vivant qui est aussi américain et les Américains bien sûr ne peuvent pas accepter ça. Ça voudrait dire que on s'occupe que de nous, alors que Trump il a une vision mondiale. Donc je pense qu'on revient à la case départ et je pense surtout que Trump ou Benjamin Netanyahu sont à peu près la même, ils ont à peu près la même philosophie. Donc je pense que c'est un avantage pour nous aujourd'hui. D'accord, ben, que Dieu t'écoute. Donc une dernière petite question, puisque tu as parlé des otages. Est-ce que tu penses que ce qui se passe en ce moment actuellement est un bienfait ou pas? Parce que les familles d'otages évidemment s'inquiètent, se préoccupent de ce qui va arriver. Toi qui es sur le terrain très souvent, on le sait Moshe, est-ce que tu peux nous donner un ressenti personnel qui va être sûrement à l'image de beaucoup d'Israéliens? Moi d'abord je dis que les familles des otages ont tous les droits. Ils ont le droit de manifester, de foutre la pagaille, de faire tout ce qu'ils font, et ils ont raison, c'est leur rôle. Mais non, le gouvernement ne peut pas construire une politique sur de l'émotionnel. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a un problème parce que les gens veulent les otages à la maison et le gouvernement, quel que soit le gouvernement, lui, il a un intérêt national. Maintenant, concernant les 59 otages qui sont à Gaza aujourd'hui, d'après les chiffres, il y en a 24 vivants et 35 morts, tués en otage ou tués le 7 octobre. La pression fait que qui a repris donc hier au bombardement fait en sorte que le Hamas vienne et s'assoie pour essayer de continuer. Mais il y a un grand mais, c'est que le Hamas ne peut en aucun cas, c'est une des analyses logiques, libérer tous les otages parce que les otages, si vous voulez, pour eux c'est une police d'assurance. Donc si ils libèrent les otages quel que soit dans quels accords, la première partie, la deuxième partie, on a 40 jours de cessez-le-feu, 50 jours, peu importe, c'est que pour eux, à court ou moyen terme, ils vont être exterminés. Je pense que c'est un peu plus compliqué, en espérant que on va essayer de récupérer au moins les 24 otages en vie. Et avec l'aide de Dieu, on récupérera aussi les autres corps. Mais je suis pas très optimiste, mais qu'est-ce qu'on ferait sans de l'optimisme? Il faut toujours espérer, et j'espère qu'on va avancer dans ce sens pour amener le maximum d'otages à la maison. Amen, amen. Tu penses donc que peut-être Tsahal peut récupérer les otages par la force? Tsahal a récupéré quelques otages par la force, je crois à peine une dizaine, mais la force, c'est pas forcément aller libérer les otages. La force, ça veut dire faire pression sur le Hamas pour qu'il fasse des concessions. C'est évident, ayant des amis et d'enfants d'amis qui étaient à Gaza pendant 10 mois, je peux vous dire qu'un des principes objectifs de tous les soldats là-bas, c'est de chercher et d'essayer de sauver les otages. C'est pas quelque chose officiel puisqu'il y a la guerre, mais je veux dire que c'est le premier rôle, le premier but de toutes les unités qui sont à Gaza, et on va essayer de faire le maximum, mais il faut aussi comprendre peut-être qu'un gouvernement, quel qu'il soit, il a obligé d'avoir une vision aussi plus générale, parce qu'on dit que si demain on arrête, on récupère tous les otages et on quitte Gaza comme le demande le Hamas, j'ai pas envie de dire on n'a rien gagné, mais on n'a pas tout gagné, puisqu'à ce moment-là le Hamas reste sur place et le 7 octobre prochain ne sera qu'une question de temps. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Je veux dire, tu as parlé avec ton cœur et avec sincérité. Et je te remercie au nom de toute la communauté qui a eu des éclaircissements bien plus intéressants que ce que l'on écoute dans nos émissions télévisées. En dehors de CNews, évidemment, comme je le répète chaque semaine. Moshe, donc on a parlé du 7 octobre, on a parlé donc de cette guerre à Gaza, et on sait malheureusement, et on connaît tous des enfants, moi j'appelle ça des enfants qui sont partis pendant cette guerre,
Et à ce sujet, donc le jeudi 27 mars, tu as eu l'intelligence d'organiser cette réunion qui aura lieu au Consistoire Israël de Marseille, mais là on peut le dire puisqu'au début il ne fallait pas trop le dévoiler. Donc parle-nous un petit peu de cette soirée du 27 mars, savoir s'il reste encore des places, comment on s'y inscrit et quel est le but, la raison de cette soirée. Eh ben, l'OSM, du département de la promotion de l'Alia et l'OSM, organise tout au long de l'année un cycle de conférences qui correspond bien entendu à la communauté juive de France, et on amène des conférenciers sur l'actualité, sur l'économie, sur le domaine professionnel. Et là, bien entendu, nous amenons une dame en France qui est à Paris et en province, et bien entendu à Marseille, puisque elle est originaire de Marseille. Elle s'appelle Lali Drahi, qui sera là donc le jeudi 27 mars, donc là, dans une dizaine de jours, la semaine prochaine, en fin de compte. Et c'est une conférence intéressante elle va d'abord nous parler, bien sûr, comme c'est une journaliste et une personne qui est à fond dans le quotidien en Israël. Elle va nous parler, bien sûr, de sa vision de l'actualité et où on en est aujourd'hui en Israël. Et aussi, malheureusement, elle est aussi la mère d'un soldat qui est tombé à Gaza pendant la guerre, en 2023. Son fils était marié, père de 2 enfants, et donc il est tombé au combat au début des hostilités dans le sud. J'ai cru savoir que sa femme était enceinte d'un 3e enfant aussi. Effectivement, ce sont des gens qui sont religieux, donc ils ont une vision de la vie en Israël qui est bien entendu de peupler la terre d'Israël. Effectivement, sa femme a 2 enfants et sa femme est enceinte. Et malheureusement, bon, il les a quittés, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement aussi, c'est pas le seul. Vous savez, on a eu 1500 morts depuis le début. La majorité est bien entendu mort dans les massacres du 7 octobre. Et il y a eu aussi 400 soldats qui sont morts, et ça continue tous les jours. Et donc, on a voulu un petit peu vous faire vous rentrer dans le bain ou dans l'ambiance israélienne au quotidien. C'est pour ça que Lali viendra donc à Marseille le 27. On aura aussi le vendredi matin, je l'accompagnerai à aller parler aux élèves de terminale de l'école Yavne et de l'école Ganami. Et ensuite, elle passera le Shabbat dans la communauté d'origine de son mari, qui est la Rose, ici à Marseille, et elle viendra nous expliquer, elle espérait nous expliquer quels sont son ressenti sur ce qui se passe en Israël, quels sont son ressenti en tant que mère d'un soldat qui est tombé, et tout ça est mélangé, bien entendu, sur les problèmes politiques entre Israël qu'il y a entre la droite, entre la gauche, entre les gens pour le gouvernement, contre le gouvernement. Enfin, comme vous savez, en Israël, c'est un peu une salade, j'ai envie de dire presque niçoise, il y a de tout. Il y a tout, il y en a pour tout le monde. Et d'un côté, c'est bien parce que ça montre qu'Israël est un pays démocratique et que chacun peut dire ce qu'il veut. Mais d'un autre côté, des fois, il faut un petit peu se calmer puisqu'on a des ennemis qui sont en face de nous et qui ne sont pas prêts de nous lâcher, ça je peux vous le dire. Et Lali viendra nous expliquer un peu sa vision de tout ce qui se passe en Israël en direct avec nous le jeudi 27 mars. Il y aura un échange entre elle et les gens qui seront présents, Moshe. Il y aura des questions-réponses, il y aura des... Mais bien sûr, puisqu'elle va bien sûr faire son exposé, expliquer comment on voit les choses, et évidemment, elle laissera la parole aux gens de la communauté qui ont des questions plus personnelles, moins personnelles, ou générales de ce qui se passe en Israël. Elle se fera un plaisir de répondre aux questions des Marseillais. Donc, pour assister à cette soirée, il faut absolument s'inscrire sur le site. Oui, alors effectivement, il faut s'inscrire, il faut rentrer sur le site osmfrance.fr, et là, vous avez la liste de toutes les conférences, et il y a bien sûr la conférence de Lali, mais dans plusieurs endroits, donc veuillez bien à rentrer dans la conférence de Marseille, puisqu'elle est aussi à Paris, or ainsi dans plusieurs villes, donc ne vous trompez pas, à moins que vous voulez aussi aller à Paris, ça c'est autre chose, mais c'est peut-être plus facile à Marseille. Rentrez osmfrance.fr et inscrivez-vous à la soirée du 27. L'inscription est gratuite. Bien sûr. Voilà.
Donc je pense qu'il va y avoir énormément de monde ce soir-là. On parle beaucoup des gens qui sont partis, Moshe, mais moi j'ai aussi une énorme pensée pour les gens qui ont été blessés, les victimes de guerre. J'en ai vu certains, c'est très très difficile à voir. Très difficile. Effectivement, on parle aujourd'hui de 1200 blessés qui sont ou encore à l'hôpital ou en rééducation ou dans des maisons de repos. C'est pas facile. Vous savez que cette guerre est un peu, elle est plus importante qu'on peut croire, puisque les ennemis d'Israël, donc nous sommes battus sur 7 fronts. C'est pas rien, 7 fronts en même temps, parce que les gens avaient été convaincus, complètement convaincus que c'était bon cette fois, on allait chasser le corps étranger du Moyen-Orient. Et donc ils ont fait face à la force et à la puissance de Tsahal. Et je pense que certains d'entre eux ont bien compris la leçon. C'est pour ça qu'ils font marche arrière, comme les Irakiens et les Syriens pour l'instant, et les Libanais on les a un peu aidés à faire marche arrière, bien entendu. Mais effectivement, il y a énormément de soldats blessés. J'ai pas envie de dire que c'est le prix à payer. Malheureusement, nous sommes encore, comme avait dit Yitzhak Rabin quand il était ministre de la Défense en 84, c'est-à-dire près de 30 ans après la création d'Israël, nous sommes encore en guerre d'indépendance. Et je pense encore en Israël, au Moyen-Orient, certains de nos voisins n'ont pas accepté une présence étrangère, et nous sommes encore malheureusement sur une guerre d'indépendance, voire de renaissance. Tout à fait. En plus, on a l'impression que ce 7 octobre, c'est un peu un post-traumatisme, un peu comme la Shoah, malheureusement. C'est-à-dire, à travers le film qu'on a vu la semaine dernière, Soda, je sais que tu y étais aussi, quand je parle à ces gens qui ont perdu un enfant, qui ont des enfants blessés, des parents blessés, on sent qu'il y a un trauma quelque part, parce qu'on avait dit plus jamais ça. Et malheureusement, c'est revenu. Effectivement, écoutez, ça a été le traumatisme en Israël après, bien entendu, la Shoah, mais c'est un traumatisme où nous allons nous en remettre, nous allons repartir, nous allons redémarrer, reprendre la société, et nous serons encore plus forts, et nous réussirons encore plus. Toda Rabba. Je suis certain que toutes tes paroles vont être entendues, vont monter là-haut et vont redescendre avec une force exceptionnelle et incroyable. Le peuple juif est fait pour vivre, et fait pour rester debout, quoi qu'il arrive. Je redis toujours que même quand on est à plat ventre, on a moyen de se relever. Et j'ai confiance pour ma part, et je pense que toute la communauté pense la même chose, on doit avoir confiance en l'État d'Israël, en son gouvernement, quel qu'il soit, en son peuple, quelle que soit sa pensée. Et depuis la France, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est le soutenir à travers des réunions comme tu organises, le soutenir à travers des soirées de concerts comme il y aura bientôt avec Isha Ribo, c'est-à-dire qu'on soit présent. Et je sais qu'en Israël, ils sont au courant de ce qui se passe en France, effectivement, à Marseille, et ça leur fait chaud au cœur. Nahon, c'est effectivement, et je ne peux dire qu'amen à toutes tes paroles. Merci. Et donc après ce moment d'émission, nous allons préparer Yom Ha'atzmaut aussi le 1er mai, Moshe. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc cette année, il faut être tous présents. Vraiment, l'an passé, on était près de 1000 personnes. Cette année, on va doubler le chiffre. On vous prépare et vous programme une très très belle journée pour le jeudi 1er mai. Moshe, merci beaucoup pour ton intervention. Merci au consistoire. Toujours le bienvenu ici. Et on a besoin de t'entendre, parce que c'est tu es pour nous le porte-parole de ce qui se passe en Israël. Je fais mon maximum. Toda Rabba. Merci à toi. Merci aussi à Jo pour la régie. Merci à vous tous. Passez une bonne fin de semaine. On vous embrasse tous très fort, et on vous donne rendez-vous bien sûr avec Moshe jeudi 27 mars au consistoire israélite à la grande synagogue Breteuil pour la conférence avec Madame Deré. Merci à vous tous, une bonne soirée et que des belles choses.